Bonsoir Bilal, Shana, bonsoir. Salut, Bourak. Pourquoi tu m'appelles Bilal? Je ne sais pas, Salut. plusieurs t'ont appelé Bilal, je pensais que tu t'appelais Bilal, mais tu t'appelles Ali apparemment, et enchanté Ali, c'est Ali qui te parle également. Ok, enchanté, Ali C'était une erreur, Bourak. Ali, hein. Je n'ai pas fait exprès d'envoyer Ah la bah. demande. Bah du coup, ma question c'est pourquoi tu t'appelles le lubrificateur? C'est pour attirer les femmes? Non, c'est pour que ça glisse. Ok. Bah écoute, je te fais descendre tout en douceur. Alors, Bourak, pourquoi t'es monté? Témoignage, apostasie, Ouais? sur trois points dont tu parles très souvent. Tu as témoigné sur un truc particulier que tu devrais explorer un petit peu plus, je pense. C'est l'expérience dans les mosquées en Europe. Je les ai fréquentés à l'âge de 5 ans à peu près. Je ne sais pas si on m'entend, j'ai du son. On Oui, on t'entend. t'entend. Ok. Donc, né en Europe, en Belgique exactement, où très rapidement, en fait, mon père a eu la bonne idée de m'envoyer à la mosquée du coin. Et ce qui était très spécial, c'est que je fréquentais l'école des sœurs, donc une école catholique du lundi au vendredi. Et le vendredi soir, je rentrais dans une espèce de panique totale, parce que le lendemain, samedi, c'était la mosquée dès 8 heures du matin. Donc on passait tout le week-end à la mosquée, qui malheureusement était au bout de la rue, donc très proche. Et donc, enfant, on ne savait pas exactement ce qui se passait. Donc, on avait du lundi au vendredi l'approche des sœurs catholiques, donc de l'Église, qui était vraiment très, très avenante. Il n'y avait pas de prosélytisme, mais on était les seuls petits maghrébins du quartier. Donc, elle prenait vraiment soin de nous. Et le samedi matin, on allait à la mosquée et on baignait dans une espèce de terreur, mais totale. C'était un groupe d'une quarantaine d'enfants à peu près. Il y avait un imam qui avait été envoyé par le Maroc, je pense, le royaume du Maroc, qui nous avait envoyé un imam. Ah, c'est l'imam du Maroc qui enseignait à la mosquée en France à 40 Non, enfants. en Belgique. En Belgique, c'était en Belgique. Ok. Et donc, c'était des enfants moi, je devais avoir 6 ans ou 7 ans à peu près. J'y étais avec 4 de mes frères. Donc, on y allait, toute la fratrie était envoyée pour l'apprentissage du Coran. Et il y avait, je pense, ouais, on était facilement une quarantaine. La salle de cours, était à l'étage. En dessous, au rez-de-chaussée, c'était la salle des prières. Donc l'imam faisait la prière avec les parents, donc avec les adultes en bas, et puis il donnait cours juste au-dessus, ce qui fait qu'il nous laissait de temps en temps dans l'oisiveté la plus totale. Donc nous, enfants, bien entendu, comme tous les enfants du monde, on s'amusait, on chamaillait, on rigolait, on s'amusait. Et il rentrait dans cette pièce dans une furie totale, avec un manche de brosse, et il se mettait à frapper, mais absolument partout, le premier venu. Et ce qui m'a sauvé de ce truc, ça a duré 2 ans, 2 ou 3 ans à peu près de mosquée. Donc c'était toujours aussi violent. Chaque week-end, c'était la même À violence. chaque fois qu'il rentrait dans la salle avec les élèves, il frappait avec sa brosse. Quand il remontait de la prière, la Asr ou Dohr Ouais. ou truc, donc il entendait du bruit. Donc pour montrer son autorité, il montait dans la salle, mais il était complètement flippé. Je me rappelle de scènes vraiment spéciales où il prenait son bâton, il se le mettait dans le nez, dans l'oreille. C'était Dans vraiment le... Ouais, je vois, je vois, je vois, je vois. vraiment, vraiment chelou le gars, donc on savait pas, vraiment un espèce de sociopathe, donc à qui on confiait ses enfants le week-end pour Tarbiya Islamia, et, enfin le Fatiha et toutes ces conneries. Donc, mais on savait pas comment il était luné, comment il se portait, s'il avait bien mangé ou pas. Donc il rentrait dans cette salle d'une suite. Et le fait le plus violent qui m'a sauvé au fait de ce truc, c'est qu'un jour il est monté. Donc on s'amusait de nouveau, on jouait. Donc il est monté dans cette salle, il a commencé à frapper, mais absolument tout le monde. Il y avait mon grand frère qui était à côté de moi, et il est arrivé à sa hauteur, perpendiculairement avec le manche de brosse. Donc t'imagines la scène, avec le manche de brosse à la perpendiculaire, il a frappé son orteil. Donc nous, on était assis, il n'y avait pas de banc, pas de chaise, rien. Donc on était assis à même le sol.
Donc il a frappé, mais avec une violence sur mon gros orteil. Il lui a éclaté l'ongle du gros orteil. Donc ça pissait le sang. Moi, j'étais à côté de lui, j'étais terrorisé, pensant que j'allais être le suivant. Et, et donc là, mon père a quand même dit non, ça suffit, c'est peut-être un peu trop. Donc ça, c'était dans les années 85. Ton père a porté plainte? Absolument pas, absolument pas. J'imagine la même scène aujourd'hui. Donc, je te dis, c'était en 85. J'imagine la même scène aujourd'hui. Ça fait une espèce de. Et c'était pas c'était pas les seuls, c'était pas des faits isolés. Hein, c'était pas un fait isolé. Là, c'était vraiment sur mon frère. Mais il y a eu des blessés plusieurs fois dans la salle. Ça, c'était donc 2 ou 3 ans de répit, 2 ans de répit. On a déménagé, 60 km à peu près, donc on est arrivé dans la partie francophone de la Belgique. Mon père a rapidement rencontré des amis du Maroc, des Marocains également, et qui lui ont donné cette superbe idée d'amener ses enfants à la mosquée où tous les enfants vont. Donc il a rapidement retrouvé une mosquée, nouvel imam, nouvelle mosquée, de nouveau au premier étage et mosquée au rez-de-chaussée. Je dis non, putain, j'ai déjà vu ce truc, ça me rappelle quelque chose. Et il s'en est pas fallu enfin, il a fallu quelques jours, quoi, quelques week-ends. Et c'était reparti de nouveau, en fait. Donc, même violence, même truc. Là, j'y ajoute du racisme. Il y avait des enfants marocains. Ils étaient Mais tes parents, ils n'ont pas compris la leçon? absolument pas, en fait. Absolument pas. Donc, puis il s'est certainement dit, nouvel imam, ici, c'est une approche. Le premier était Rif. Donc, le premier, c'était un imam Rif du nord du Maroc. Et là, c'était un Schlech, donc du sud du Maroc, comme moi, comme nous, en fait. Donc, je pense qu'il lui faisait un petit peu plus confiance. D'ailleurs, il en avait rien à foutre de la confiance ou pas, donc il fallait amener ses enfants à la mosquée, donc il fallait absolument apprendre le Coran. Donc, il nous a ramenés là, et de nouveau, quelques week-ends, et la même violence, en fait. La même violence, mais pour résumer, je vais vers le fait le plus grave. Et citer je t'ai parlé du racisme, donc le racisme envers des élèves qui étaient de couleur noire, berbères mais noirs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il leur disait? Sans le dire ouvertement, mais si tu Non, mais je vais te peux. dire en berbère, Assopré Jeanne. Donc c'était nègre puant. Donc ils les traitaient, c'était leur petit surnom, quoi. Donc Là, il y a une chance sur deux que dans 30 secondes, ton compte il saute. C'est pour ça que je t'ai dit, ne le dis pas directement. Mais bon, on va voir. ouais, je pense. Ouais. Ouais, bah écoute, c'est pas grave, je reviendrai pour la suite. Je reviendrai pour la suite, mais je te raconte. Mais continue, parce qu'on a 30 secondes là. Vas-y. Je te raconte quand même le fait le plus grave. Le fait le plus grave, c'était pas mon grand frère, mais mon petit frère, un petit garçon turbulent, mais adorable. Donc, je sais plus ce qu'il a fait. Oui, il était venu avec une corde à sauter. Il adorait la corde à sauter. Donc, à l'entrée de la mosquée, il lui a confisqué. En quelques minutes, il l'a tressé pour en faire un espèce comment on appelle ça, une cravache, mais très très solide. Je pense que mon petit frère l'a réclamé, donc il lui a fait la remarque, c'est mon jouet, c'est le truc. Il l'a pris, mais il l'a arraché du sol. Donc, il l'a pas pris, il l'a arraché par l'épaule, les cheveux, je sais plus comment il a fait. Il l'a traîné dans sa pièce qui était voisine de la pièce où on récitait. Ça a Il duré. l'a traîné comment? Il l'a traîné, Il genre. l'a arraché par l'épaule, les vêtements. Donc, il l'a traîné, il l'a pris, Mais c'est une méthode éducative classique, ça, en islam? pédagogie, pédagogie islamique. Ouais. Garde le micro. T'as des écouteurs ou pas? Non, du tout. Garde le micro devant ta bouche. Tu m'entends là? Le son Oui, est oui, bon. c'est juste qu'on a l'impression que tu bouges comme ça. Attends. Ouais. Non, non, je suis installé confortablement. Là, par contre, je t'entends plus Ouais, très bien. vas-y, continue. Donc, il l'a traîné de manière pédagogique islamique, ouais. Pédagogique islamique dans une pièce voisine, la porte s'est refermée. Moi, terrorisé, c'était mon petit frère. Voilà quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça a duré quelques minutes. Je me rappelle de la scène. La porte s'est ouverte, elle a claqué. J'ai vu le visage de mon petit frère. Il a dévalé les escaliers, mais en courant, il est parti. Donc, j'ai eu quelques secondes, et puis non, je dis non, je peux pas. Je me suis levé, je l'ai suivi, donc j'ai dévalé les escaliers. Il était dans la rue, il s'est mis à courir dans la rue. Donc, tout seul, je pense qu'il devait avoir 9 ans à peu près. Donc, je lui courais derrière.
Donc je l'ai rattrapé. Je dis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc après il nous a raconté au fait ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a pris dans la pièce à côté. Et en plus d'être imam, son hobby c'était apparemment de faire de la couture. Donc il a arraché la prise, il m'a dit, de sa machine à coudre, donc qui était une espèce de prise amovible. Enfin bref, il a pris sa prise du 220 volts et il le menaçait au fait il le menaçait avec la prise électrique. À mon avis, il l'a fouetté un peu, il l'a frappé. Donc là, il s'est senti en danger. Et il est parti. Il est parti. Je pensais que ça allait nous sauver de la mosquée, mais non. Cette fois-ci, mon père a estimé certainement que c'était pas un fait grave. Assez grave. Qu'est-ce que- Pas d'écoulement, pas d'écoulement de sang, pas d'écoulement de sang. Donc voilà quoi. Et puis on a dû y retourner. Ton micro, ton micro. Donc on a dû y retourner, donc on y est retourné, enfin ça a encore duré un petit peu, mais voilà quoi, jusqu'à réciter la Fatiha correctement. Ah, tu vois, tout est bien qui finit bien. Tu connaissais la Fatiha. Je connais la Fatiha, ouais, donc je peux te la réciter au fait façon école coranique belge, si tu Bah, tu veux. sais quoi? On écoute. Ouais. Mais c'est avec la voix d'enfant, là, tous en même temps, c'était une espèce de... Le ton est très particulier. Bismillahirrahmanirrahim. Évidemment, j'allais le faire. Bismillahirrahmanirrahim. Allez-y, les deux en même temps, je vous écoute. Ouais, vas-y, celui-là avec moi. Alhamdoulilah. On va être décalé. Là, ça arrive. En même temps, tu sais, tu vas d'avant en arrière, tu sais, comme les... Tu, tu- tu me fais penser au bard dans Camelot là qui fait et gna, gna, gna. Non, mais en fait, c'était en panique totale parce que s'il repère qu'il n'y a pas de voix qui sort. Ton micro, Bourak. Ouais, donc, Oui, donc, rapproche-toi. je veux dire, tu es en panique totale parce que s'il voit qu'il n'y a pas de son qui sort de ta bouche ou que tu fais semblant, Un coup de mstara. oui, ça peut aller très très vite. Hein, c'est c'est tous des élèves d'Ibn Taymiyyah, il ne faut pas oublier, celui que tu appelles le sociopathe. Oh, putain. Mais deuxième histoire, Bourak, Bilal, si tu permets. Pourquoi je Non, non, Bourak. Mets le micro devant ta bouche parce qu'on t'entend pas. Là, est-ce Oui. que tu m'entends là? Oui, ne bouge pas, ne bouge pas. Ok, ok. Là, tu m'entends. Donc, le fait de mon apostasie, ce qui m'a fait apostasier, j'ai déjà raconté l'histoire chez Jack. Je pense que ouais, chez Jack, je l'avais partagé. Début des années 2000, j'avais 25 ans à peu près. J'ai rendu visite à mon grand-père dans le sud du Maroc. J'y allais régulièrement, donc je rends visite à mon grand-père maternel dans le sud du Maroc, dans un village où je passais beaucoup de mes vacances, mon enfance. Et je retrouve là des amis d'enfance qui ont grandi, donc qui sont devenus adultes, et on parle, on se raconte des histoires avant de passer à table. On était dans le souk, c'était un petit village au fait. Ce village est très particulier parce que pour moi, c'est pire que Kandahar. Les femmes, je veux dire, Kandahar, elles ont encore un espèce de grillage devant les yeux. Là, il n'y a rien qui dépasse. Pas un millimètre carré de peau ne peut être visible. Sincèrement, c'est la pire région au monde. Il y a Kaboul, Kandahar et... Ouais, je connais en fait. En fait, il y a un genre de compétition entre femmes endoctrinées. Plus tu caches ton corps, plus tu es une bonne musulmane. Voilà. Oui, donc ma mère en faisait partie. Donc quand elle arrivait là-bas, au fait, elle était, mais c'est un sac. Bon, le seul avantage, c'est que c'était pas du noir, c'était du blanc. Le blanc était privilégié là-bas. Donc c'était déjà ça, quoi. Donc c'était pas des sacs mortuaires, c'était vraiment blanc. Enfin bref, j'arrive dans ce village, donc je parle avec mes amis, et là ils se mettent à raconter une histoire qui concerne mon grand-père, quelqu'un d'extrêmement pieux. Chacun de ses pas est accompagné de Bismillah dans les escaliers. C'est vraiment le pieux, quoi. Et Est-ce que tu vois la série télé Avez-vous déjà vu? Et c'est un mec qui va dans un magasin de chaussures à bruit ou un truc comme ça. Non. Et à chaque fois qu'il marche, ses chaussures, elles font oh yeah, oh yeah, à chaque pas. Et là, ton grand-père, à chaque fois qu'il fait un pas, ça faisait Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah. Jusqu'au souk, c'était Bismillah, Bismillah, Bismillah. Enfin bref, il raconte une histoire sur mon grand-père.
Je la situe dans les années fin des années 40, début 50. Enfin, j'arrive pas à situer l'histoire exactement. Ma mère, par la suite, m'a donné beaucoup plus de détails. Donc, on me raconte cette histoire où mon grand-père avait acheté une petite fille, esclave, et il raconte cette histoire pour le côté amusant de l'histoire. Pas que ça les choquait ou que l'esclavage était un problème particulier, mais le côté amusant, c'est que la petite fille avait été achetée par mon grand-père, mais la mère de cette petite fille avait été vendue dans un village à côté. Et quand elles venaient toutes les deux sur le point d'eau, donc quand elles étaient de corvée d'eau, on va dire toutes les deux, euh, par le plus grand des hasards, elles se retrouvaient à la même heure, au même instant, donc elles se prenaient l'une l'autre dans les bras et elles avaient des espèces de jarres en terre cuite et il fallait les frapper pour les séparer et de temps en temps elles arrivaient à faire tomber leur espèce de jarre qui était pleine d'eau ça les amusait donc sans penser une seconde au fait que moi je découvrais je découvrais l'esclavage donc je dis non c'est pas possible, il parle de mon grand-père quand même, une petite fille donc achetée par mon grand-père, donc le choc quoi, donc j'arrive, on se met à table et je demande à mon grand-père de confirmer au fait, ça, je sais pas comment lui présenter le truc, donc je finis par lui en parler et il a cette réponse au fait. Il me dit, et alors, halal? Je dis, comment halal? Ok, il rajoute à mon choc, donc il me dit halal. Je retourne avec ma mère en voiture, on rentre, on rentre en ville, et sur le chemin, je lui parle, et donc je lui pose des questions. Enfin, elle ne sait pas que je suis sous le choc, donc je lui pose des questions. Est-ce que tu te rappelles d'une petite fille? Elle me confirme, elle me dit oui, elle était bien là, je me rappelle d'elle. Et je dis comment ça se fait, d'où elle vient, et puis mais rapidement en fait tout se met en place. Il y a des villages autour il y a des villages qui ne sont peuplés que de Noirs dans le sud du Maroc. Et puis je me rappelle de mes amis noirs, berbères. Et je me dis tiens, est-ce que ce seraient tous des descendants d'esclaves? C'est vrai que moi, et puis de recherche en recherche, j'ai découvert l'esclavage, le fait que c'était parfaitement halal. Et puis en posant des questions, j'ai découvert le souk des esclaves, donc où on m'expliquait au fait qu'il y avait un festival annuel dans le sud. Il se trouve à une dizaine de kilomètres du village de mon grand-père, le Mougarn Sidi Ahmed Oumous, on l'appelle. Sidi Ahmed Ben Moussa, le festival Sidi Ahmed Ben Moussa, où il y a une espèce de grand arganier. Là, c'est mon père qui me donne les détails, né en 1928, donc il avait beaucoup plus de détails à me donner. Donc il me dit oui, oui, c'était là. Il me dit sous l'arganier, parce c'était le plus grand arganier qui avait une espèce de, il y avait beaucoup d'ombre sous cet arganier. Donc les esclaves étaient exposés sous cet arganier et ils étaient vendus à partir de là. Et il me dit juste à côté du marché au bétail. Il me dit les légumes c'était là-bas et tout le truc. Il me dit une fois par an il y avait un festival où tout le stock était ramené là sur place et les plus grands échanges se faisaient là sur place. Ok, je t'arrête dans ton histoire parce que j'ai plein de questions et j'ai pas envie de toutes les poser après. La première, c'est la mère et la fille, quand elles se rencontraient à la fontaine, elles se prenaient dans les bras, elles se lâchaient pas. C'est ça, oui. Elles avaient leur jarre dans la main, c'est pour ça que la jarre elle tombait. Elles avaient leur jarre, donc elles s'attrapaient. Enfin, l'histoire, il me la raconte comme ça. Moi, je suis plus choqué par le fait déjà que mon grand-père avait une esclave. Mais il te la raconte sur un plan humoristique. On devait les battre pour qu'elles se séparent. Il fallait les frapper pour que l'une retourne près de mon grand-père, la petite retourne près de mon grand-père, et sa mère devait retourner près de son maître, un village quelques kilomètres. Et qui les frappait? Ton grand-père? Ceux qui étaient là, en fait. Donc, ceux qui étaient là, il y avait des hommes, il y avait, je sais pas. Et quand tu leur en as parlé, ils n'ont pas éprouvé des remords quand tu leur en as reparlé? Absolument pas. Et ton père et ta mère aujourd'hui, ils comprennent pas que c'était dégueulasse? J'ai perdu mon père il y a quelques mois. Ah bah mes condoléances. Mais tu leur en as parlé, tu m'as dit. Je lui en ai parlé, j'ai longuement parlé avec mon père, en fait, parce que je voulais tout savoir. En fait, Ouais. par la suite, ça a duré pendant chaque fois que je rencontrais mon père. Remets le micro, s'il te plaît. Chaque fois que j'allais rendre visite à mon père, je retournais au Maroc. Donc, et mon père était quelqu'un il adorait me raconter ses histoires, en fait, la France, l'Algérie.
donc toute son histoire. Et moi, j'adorais l'écouter, donc lui poser des questions pour cette période-là en particulier. Donc, Hmm. j'ai posé des questions. Il y a une histoire, je peux la raconter, mais je sais pas. Mais attends, j'ai d'autres questions. Qui ramenait ces esclaves sous l'Arganier? Qui les vendait? Les marchands d'esclaves, donc Le micro, s'il te plaît. les Et marchands c'était en quelle d'esclaves. année? C'était en quelle année? Je situe ça jusque dans les années, je pense, les années 60, jusque dans les années 60, un peu comme le marché aux esclaves à la Et Mecque. donc, ta mère a connu cette petite esclave, Ma quoi. mère a connu cette petite esclave, ouais. Ma mère a connu cette petite esclave. J'ai essayé de la retrouver, j'ai posé plein de questions dans le souk. Elle a quitté le village. Je pense que la France, d'après ce qu'on m'a raconté, le protectorat français a interdit formellement la vente d'êtres humains, donc d'esclaves. Ils ont mis un terme, ils ont aboli l'esclavage. Micro. Je suis désolé, c'est très intéressant ce que tu dis, mais c'est insupportable que ta voix, elle disparaisse. J'enlève mon cache, j'enlève ma protection iPhone. Là, je sais pas si tu m'entends mieux. Ah, c'est beaucoup mieux. Oh. Mais t'aurais pas pu faire ça dès le début, ça fait 20 fois que je te le dis. Ouais, j'ai le truc, le cache. Mais du coup, ces méchants koufars français, donc c'est eux, en fait, finalement, qui ont permis à cette jeune fille de vivre librement. Elle a été libérée, mais à quel moment, à quel âge elle avait pour être libérée? Je pense que c'est le protectorat français qui est arrivé donc au Maroc. C'était quand ça? Début des années 50, 50, 51, où ils ont formellement interdit l'esclavage. Mais ta Euh, mère, elle a pas de regrets aujourd'hui? non, elle a pas, elle s'en souvient, mais pour elle, non. Et puis, tu as parlé d'un truc hier, Ali. Ouais. Franchement, vraiment profondément touché, c'était ce que ça a fait sur ta mère et sa situation aujourd'hui par rapport à ton apostasie et l'éventuelle apostasie de ton frère. J'ai à peu près la même chose. Et puis, on peut parler longuement aussi des ravages de l'islam sur nos mères, en fait. Avant qu'on change de sujet, tu m'as dit que tu avais une autre histoire à raconter dont tu te souviens pas très bien. Non, je m'en souviens parfaitement, mais je suis Ah. beaucoup moins sûr de cette histoire. C'est mon père qui me l'a raconté. Lui, la façon dont il me l'a raconté et ce qu'il me raconte en général, c'est clair. Il était là, il connaît cette histoire et la façon dont il me l'a raconté, c'était tellement normal pour lui. Donc, il m'explique que quand les Français sont arrivés sur place, donc ils ont interdit l'esclavage, mais comme tous les trafics, dès qu'on interdit quelque chose, il y a une espèce de marché parallèle, donc le marché noir qui s'est mis en place, certainement pour écouler les stocks restants, ou enfin, je sais pas. Donc il m'explique que là, ça se situe pas dans le village de ma mère, mais dans le village de mon père, un peu plus isolé que le village de ma mère. Et il y a une espèce de piste, donc une route, une piste de 6 kilomètres pour arriver à mon village. Et à mi-chemin, il y a un édifice, une maison qui est hors du commun. Donc une espèce de maison avec 2 tourelles en pisé construites. Elle a une forme très particulière. Et je m'étais toujours demandé pourquoi cette maison a cette forme particulière. Et donc en parlant avec mon père, il me raconte que cette maison, en fait, elle avait été construite avec ces 2 tourelles pour espionner, donc surveiller, au fait, les allées et venues des Français sur place et des Marocains aussi qui travaillaient pour le protectorat français. Le Qaïd Amrar et donc tout ce qui faisait partie de l'État. Donc, et il m'explique que là, à partir de ces 2 tourelles, il surveillait tous les environs. C'était un poste un petit peu élevé. Et il me dit que le marché, donc là, je parlais de l'esclavagisme avec lui, et il me dit, c'est à partir de là, de cette maison-là, qu'étaient vendus, distribués les esclaves dans la région. Et il me raconte une histoire, et il me dit que les Français ont eu vent de ce trafic, et qu'ils étaient en route, au fait, donc ils allaient intervenir. Il n'y avait pas les moyens qu'on avait aujourd'hui, donc, mais le bruit est arrivé, donc c'est arrivé jusqu'aux oreilles des trafiquants, certainement. Et là, mon père me raconte que pour éviter de se faire prendre par les Français, ils ont réuni les quelques esclaves qui étaient là sur place,
les ont amenés près d'un puits où ils ont été pragmatisés, jetés dans le puits, ensevelis, un peu comme on jette des ballots de, de poudre en mer. Donc c'était leur marchandise au fait, et ils n'ont eu absolument aucun état d'âme pour se débarrasser de cette marchandise-là, même si c'était des êtres humains. Je te raconte l'histoire, mais enfin, elle est un peu moins certaine en fait. Et ça, selon ton père, si c'est arrivé dans les années 60 au Maroc, quoi, au sud du Maroc. Fin des années 50, je la situe, fin des années Ouais. 50, 55, 56, il était encore au Maroc, donc il était là. Et apparemment, ils sont connaisseurs de cette histoire-là. Et Micro. j'ai pas tellement de doutes sur cette histoire, tant il y a de villages de Noirs autour de chez mon père. Donc c'est pas un village isolé. Il y en a énormément. Il y a beaucoup de villages où ils sont que eux entre eux. C'est mes amis aujourd'hui, je les connais, c'est des super potes Oui, donc c'est des descendants de ceux qui ont survécu, quoi. qui ont survécu, qui ont été libérés par les Français, donc ils les ont jetés dans des terres un peu lointaines. Comme ça, leurs villages sont un peu plus isolés dans les montagnes. Mm. Et j'en ai trouvé jusqu'à très loin. Et est-ce qu'il y a un de tes amis qui voudrait venir témoigner, s'il sait des trucs? Un de mes amis, ceux qui m'ont raconté ça, c'est tous de l'âge de mon père, donc il est parti à l'âge de 96 ans. Il faudrait que je retrouve au Maroc, au fait, des témoins directs de ces événements-là. Oui, s'ils veulent, je leur donne la parole. Et Mais s'ils veulent pas, bah pas de problème. il parle pas du tout français. Oui, mais t'es un traducteur expert, toi. تشلحيت بديت نسوي تشلحيت En tout cas, merci pour ce témoignage fracassant. Et du coup, tu avais une autre histoire à raconter. Du coup, tu parlais de ma mère. Ouais. Tu as des questions, Shana, peut-être? Ah non, je suis encore choquée sur. Enfin, c'est juste le fait que ce soit encore récent, quoi. Voilà, je suis juste choquée que c'était encore possible il y a encore quelques années, quoi. S'il y en a dans le chat qui veulent rajouter des détails à cette histoire qui, je le sais, est tabou, vous mettez 999 et je vous fais monter. Si vous avez été témoin ou si vos parents ont été témoins de ça. Il y a un livre de Tahar Benjelloun qui raconte une histoire comme ça d'un esclave qui a été libéré par le protectorat français. Donc, ils ont forcé son maître à le libérer, qui a été libéré, mais qui a passé toute sa vie au fait comme esclave, mais qui n'avait rien, quoi. Donc, on l'a libéré. Pourquoi faire, somme toute, à la fin de sa vie, il n'avait rien, ni endroit où aller, ni moyen de survivre. Donc, et qui a supplié son maître, je pense, pour revenir à lui, de retourner comme esclave. Oui, mais il y a un énorme travail à faire, à vrai dire, dans le sud du Maroc, il y a un énorme travail à faire, donc historique, pour essayer de... Leurs descendants sont là encore, ils sont vivants. Je pense qu'il doit y avoir des témoins directs. C'est un travail qui n'a jamais été fait. Bah, il y a Maha dans le chat qui dit qu'elle veut rajouter des détails. Maha, je t'ai invité. Il faut que tu acceptes. Bah, merci en tout cas, Bourak. Et on t'écoute. Tu avais une autre histoire sur mon témoignage avec ma mère. Ouais, c'était la même chose au fait pour nous. C'est les ravages au fait les ravages de l'islam sur les femmes, sur nos mères. Ma mère, 84 ans aujourd'hui, voilée depuis l'âge de 10 ans. Enfin, plus tôt même, je pense, ça fait au point où elle se voile même avec nous. Donc, je l'ai jamais vue. Je pense que de toute ma vie, j'ai dû voir ses cheveux 3 ou 4 fois. Ta mère? Oui, oui, ma mère, oui. Donc même à la maison, elle se voile Oui, quand même tu es avec elle? oui, oui, même à la maison, en fait. Elle est voilée en permanence pour être certaine, au fait, que, voilà, elle ne veut laisser aucune chance. Enfin, elle veut fermer toutes les portes, quoi. Elle veut pas aller en enfer, donc c'est terrible, c'est profond, en fait. C'est profond. Elle en a fait des maladies même, donc elle a développé des maladies. Et là, j'en profite pour parler à tous ceux qui nous écoutent. S'ils ont des mères voilées depuis autant d'années, il y a une espèce de phénomène. Au fait, on a failli la perdre il y a une dizaine d'années à peu près. Et c'était dû à une carence terrible en vitamine B12, donc qui provoque chez l'être humain une espèce d'état second,
psychose, presque de la folie. Mais on a mis du temps à le découvrir, donc Et ça heureusement, vient d'où la B12? Pourquoi elle avait une carence? les 12 soleils, beaucoup, donc Hmm. elle était, elle ne s'expose jamais au soleil, même quand elle est au Maroc. Elle vit au Maroc, donc depuis 30 ans maintenant. Elle est retournée, donc ils sont retournés au Maroc vivre. Mais la carence en vitamine D, vitamine B12, c'est vraiment terrible, au point où il y a un médecin ici en Belgique, au fait, qui traite beaucoup de patients de la communauté, donc qui m'a expliqué, donc qui a sauvé ma mère quasiment, et il m'a expliqué que la première chose qu'il faisait aujourd'hui quand il rencontrait des mères d'un certain âge de la communauté voilées, c'est qu'il les soumettait immédiatement à un examen de la B12 et de la vitamine D pour voir s'il y avait quelque chose. Mais il y a autre chose aussi, je ne sais pas si chez vous c'est ça, mais au Moyen-Orient, la blancheur d'une femme, c'est considéré comme de la beauté. Et donc elles évitent le soleil aussi. Ouais, en Indonésie beaucoup. Hein. Enfin, on se reparlera un jour. J'ai d'autres histoires pour toi en Asie où je travaille pas mal, euh, qui est le plus grand pays musulman du monde. Et là aussi, l'islam, il m'a poursuivi partout. Non, mais on peut continuer. Mais avant ça, Maha, tu m'as dit que tu es monté parce que tu voulais rajouter des détails sur ces histoires d'esclavage au Maroc du Oui, Sud. oui, j'ai un tout petit Bonsoir. témoignage parce que j'ai pas trop de temps, désolée. Ok. Alors, c'est dans les années 60 et je sais que c'était pendant la guerre des Sables, donc vers 1963. Mon oncle, qui était un gradé de l'armée, qui était au Sahara, a ramené avec lui une jeune femme, une jeune fille. Je ne sais pas si je dois dire son nom parce qu'elle est toujours dans la famille. Donc, il l'a ramenée, elle devait avoir 5-6 ans. Et il l'avait achetée, donc il l'avait payée en une fois. Bon, ma mère m'avait raconté l'histoire, mais l'histoire est devenue un peu tabou dans la famille, comme elle est restée dans la famille et qu'elle est devenue employée de maison après. Donc, personne ne veut parler en fait de comment elle a été acquise, Ruqayya. Voilà. Donc, elle a. Mais elle veut en parler? Je ne sais pas, moi ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue, mais je crois qu'elle s'est. Avec le temps, elle s'est créée un statut au sein de la famille et cette histoire-là ne va plus avec son statut qu'elle a eu après. Donc elle s'est voilà. faite à sa condition. Exactement, elle s'est faite à sa condition. Elle est retournée dans sa famille à un moment. Ils sont venus la chercher en fait. Elle est repartie avec eux. Et ses conditions de vie étaient tellement... ça je sais parce qu'elle me l'a raconté elle-même. Ses conditions de vie dans sa famille réelle étaient tellement mauvaises qu'elle a préféré revenir en fait dans la famille de mon oncle où elle était, pour ainsi dire, vraiment une fille de compagnie pour ses enfants, pour ses filles. Hein. Elle avait le même âge que ses filles. Moi, je l'ai connue très bien en fait. Elle était très très bien. Enfin, elle n'avait pas un statut ni de bonne ni rien du tout, en la vérité. Comme ils avaient les moyens, ils avaient on appelle ça des plantons, des gens de l'armée et tout ça qui faisaient le boulot. Donc, elle était bien, mais elle avait quand même été achetée contre une somme ad vitam aeternam. Je veux redire ça quand même à un moment. Et après, mon oncle disait à tout le monde, parce que la famille connaissait quand même l'histoire, qu'elle était payée, qu'il y avait un fameux compte en banque où il versait de l'argent, blablabla. Bla, bla. Donc, c'était toute une histoire. Mais la vente a été faite hein, et elle est restée chez eux plusieurs années jusqu'à ce qu'elle soit adolescente avant que la famille vienne la chercher. Voilà. 1963. Merci, c'était très intéressant. Au revoir. Merci beaucoup, Maha. Bonne soirée. Merci d'avoir pris le temps. Bourak, tu veux continuer du coup ou tu dois y aller aussi? Non, je suis installé tranquillement, Ali. J'avais une question, moi, c'est pour les Algériens. Je me pose une question par rapport à ces marchés, au fait. Le nombre de villages de descendants d'esclaves, je veux dire, dans le sud du Maroc, sud d'Agadir, c'est énorme. Je veux dire, est-ce que c'était... mes questions, c'est est-ce que c'était une plaque tournante du trafic? Est-ce qu'il y avait une concentration plus importante de trafiquants dans le sud du Maroc? Ou je ne sais pas si en Algérie, Tunisie, s'il y avait la même chose, ou alors c'est que vraiment je suis descendant d'esclavagistes en puissance, tant le nombre de villages au fait est important autour de moi. Mais enfin, je vais y aller bientôt. Je vais y passer pas mal de temps.
Je vais poser beaucoup de questions. L'Argani en question, je l'ai déjà vu. Je vais le documenter un peu plus et voir dans les villages aux alentours s'ils ont plus d'histoires à me raconter. Il doit y en avoir, hein, mais il faut poser les bonnes questions. Une théière délie souvent les langues là-bas, à défaut de quelques bières ou Donc finalement, c'est cet événement qui va créer un tournant dans la guerre de 100 ans et permettre En fois, je t'ai fait monter, Allez, t'as dit que content. t'avais un truc à rajouter sur l'esclavage. Ouais, Bonsoir. c'est mon père. Ouais. Mon père, c'est un Sahraoui noir. Donc, je Mhm. laisse imaginer, ils descendent de qui. Et en fait, mon père, quand il avait 4 ans, je crois, c'est là où son père il est mort. Mhm. Et sa mère, elle s'est remariée 1 an plus tard et elle l'a vendu. Sa Quoi? propre mère a vendu. Ta mère a vendu ton père. Non, Sa mère a sa vendu propre- ton père. Voilà, c'est ça. Donc, Et c'est ton père qui te l'a dit qu'il a été vendu Oui, par sa c'est mon mère. père, ouais. Dans les Son années, du coup, Parce qu'il 60? sait que son beau-père ne le voulait pas, déjà. Et que- Ouais, oui. Ton beau-père, il ne beau-père veut ne pas, veut tu pas. le vends. Oui, mais c'est ça à l'époque. C'est ça, la femme, elle n'avait pas, il n'y avait rien. Et il m'expliquait que, donc, il faisait le ménage là-bas. C'était un esclave, quoi. Et il m'a dit un truc, une phrase qui restera gravée dans ma tête. Il m'a dit, tu sais, mon fils, tu sais ce qu'elle m'a fait, le pire qu'elle m'a fait? Il m'a dit, quand j'étais gamin, je ne comprenais pas, mais chaque mois, elle me donnait son slip rempli de sang à nettoyer. Oui, oui, t'entends bien ce que je dis. Il me l'a dit ça, mon père. Elle me donnait, je ne comprenais pas, il avait 5 ans, 6 ans, il nettoyait les règles de la dame. Une fois par mois. Mais 3 elle fois nettoyait par le mois. slip de qui? De sa mère ou de la femme qui Non, l'a de acheté? la femme qui l'a acheté. Oui, c'est pour ça que je comprenais pas. Genre, ok, la femme qui l'a Désolé, acheté, désolé. tous les Ouais. mois, lui donnait ses slips menstruels à nettoyer. Ouais, chaque fois. Ouais. Il ne comprenait pas, c'était un gamin, il ne comprenait pas, il y avait du sang. Elle lui disait, tiens, tu nettoies, faut que tu nettoies mon slip, tiens. C'est en grandissant qu'il a compris c'était quoi. Et ça l'a traumatisé en fait. C'est ça qui l'a traumatisé le plus. Et même moi, j'en ai souffert parce qu'en fait, quand vous êtes gamin, comme moi, quand j'étais gamin, il me voyait jouer par exemple avec une voiture ou un truc comme ça. Il disait à ma mère, mais pourquoi il ne travaille pas? J'avais 6 ans, 7 ans. Attends. Désolé. Donc, ton père disait à ta mère pourquoi tu travailles pas et pourquoi tu joues. À 6 ans, oui. À 6 Parce ans, que 7 ans. lui-même ne comprenait Parce que pas. lui, il a souffert de ça. Et il comprenait pas qu'en enfant, on devait s'amuser. Et lui, il faisait le ménage, etc., qui travaillait chez les gens. Et lui, il ne comprenait pas. Et j'en ai souffert de ça. C'est un traumatisme. Hein. Et aujourd'hui, ton père l'a réalisé ou pas? Qu'il faisait une Non. erreur? Non. C'est la fierté. Mais pourtant, il t'a raconté toutes ces histoires et il est conscient que lui a subi une injustice. Oui, pour lui. Et au lieu de se dire, j'espère que mon enfant il ne soit pas comme ça ou un truc comme ça, et il me le faisait payer, quoi. Ouais. C'est pas en frappant, c'était surtout tu sais, les paroles. Et c'est blessant, tu sais, les paroles blessantes. Genre, je te rabaisse, voilà. Moi, je comprends. Comme quoi, Et c'est ça- des histoires, c'est pas si loin, hein, c'est nos parents. Ouais, et mon père, je lui avais posé cette question à l'époque. Je lui ai dit, c'est dur pour un homme noir à l'époque au Maroc de se marier avec une Marocaine blanche. Il m'a dit, mais c'est impossible. Il m'a dit, c'était impossible. Il m'avait raconté une anecdote. Une fois, il a voulu se marier avec une femme blanche marocaine. Il est parti vers le père. Il a dit, je veux pas le mot qu'on n'a pas le droit de dire. Est-ce que c'est le mot qui commence par N? C'est ça. Il a dit, non, ma fille, elle se marie pas avec un... Bon, t'as compris. Ouais, bah N, j'ai compris. Voilà. Donc voilà, il y avait du racisme. Là, il y en a, franchement, je trouve pas qu'il y en a maintenant. Il doit en avoir, mais c'est un chouïa, pas comme à l'époque. Mais voilà, quoi. Bah merci. Je m'attendais pas du tout à faire un live sur l'esclavage, mais je suis surpris d'avoir 3 témoignages concrets dessus. Et, Mon père, il est né en Masterclass. 1940, donc c'est passé vers 1945 à peu près, son histoire 46-47. Donc voilà. bah merci d'avoir partagé ça ouvertement, Au début, toi je et l'ai pas Borak et mis Maha. de mon bout, il s'est passé sur l'esclavage. Ouais, t'as vu? Désolé, Mais Alba. c'est lié. C'est parce qu'on coupe le bout qu'on tolère l'esclavage. Moi, je suis sûr que c'est lié intrinsèquement.
j'espère pas. Bon, désolé. Tu peux me refaire descendre? Ouais. Désolé. Merci hein, pour ton... Non, pas désolé du tout. Merci pour ton Merci. témoignage sincère. Allez. Bourak, autre chose à dire? Si tu veux l'histoire de mon bout aussi, qui est où mon père a décidé. Mon petit frère m'a donné les détails il y a quelques semaines. Donc je lui ai reparlé de ce moment. Lui se souvient vaguement. Moi, je m'en souviens parfaitement. Et mon grand frère, juste au-dessus de moi, lui, s'en souvient aussi parfaitement parce que mon père a décidé d'en faire 3, de faire un strike. Donc, il avait ses 3 fils. Bon, le petit devait avoir 7 ans, moi je devais avoir 8. Et malheureusement, mon grand frère, lui, il avait 10 ans. Et ça se passe toujours dans ce village, sans eau, sans électricité, sans anesthésie, sans rien. Et ma mère nous a donné des détails aussi, c'est que même elle ne savait pas au fait que mon père allait profiter d'une fête, je ne sais plus ce qu'il faisait exactement en fait dans le village, mais bon, il y avait toute la famille qui était là, ma tante était arrivée sur son cheval, je vois encore la scène ici. Et donc, deuxième jour, nous, enfants, on était là dans le village, on s'amusait comme des fous, Tom Sawyer, quoi, la vie de Tom Sawyer au Maroc. Et sauf que, fin d'après-midi, ils nous appellent tous les 3, ils insistent lourdement, donc surpris. Mais je me rappelle, j'y vais, ton père te cherche, donc j'arrive sur place. Et à l'entrée du Porsche, je vois un gars, bon, un barbu, un imam qui est là. Il y avait 2 personnes qui étaient à côté de lui. Et mon père m'appelle et il me dit, viens, approche-toi. Je m'approche. J'avais cette fouqiya, comme on appelle ça, Gondora, qui était, euh, qui était toute propre. Et puis là, il lève ma Gondora. Et je pensais que c'était quelqu'un, mon esprit d'enfant, en fait, il s'est dit, tiens, mon père a profité de la présence d'un médecin pour lui montrer les boutons que j'avais sur la peau, donc qu'on avait régulièrement en allant au Maroc, donc des petits boutons comme ça. Donc je dis, bon, mon père en profite parce qu'il y a un médecin qui est là. Et ça s'est passé tellement vite, j'ai absolument rien compris. Bam, tac, tac. Donc le cri. Et puis là, mais je savais pas que mon frère y était déjà passé. Donc on me ramène dans la pièce où mon frère était déjà allongé. Et j'ai un frère un peu spécial. Donc lui, c'était des insultes au fait envers l'imam. Donc tout le monde essayait de le faire taire, mais c'était impossible au fait. Donc les pires insultes en berbère et en arabe que tu pouvais truc envers l'imam, envers tout le monde. Donc ils essayaient de le consoler. J'étais allongé à côté de lui, et puis hop, mon petit frère arrive, donc on allonge à côté de moi aussi. Donc ça faisait un petit peu camp de soins. En période de guerre ou un truc là. Donc ça, c'était l'histoire de... Ouais, camp militaire. Et aujourd'hui, ton grand frère, il est apostat ou pas? Non, bon, il vit tranquille, au fait. Il y croit toujours. Il connaît ma position. Mon petit frère connaît ma position aussi, donc je leur ai déjà Tes parlé. enfants, ils sont circoncis? J'ai pas de garçon, j'ai qu'une fille. Tes neveux, ils sont circoncis? Oui, ils le sont tous. Ils le sont tous. Mais j'ai quand même un truc, c'est que ma fille, ça me tenait vraiment à cœur. Elle a une dizaine d'années aujourd'hui. Elle n'a jamais entendu parler de Mohammed. Elle ne sait pas qui c'est. Elle n'a Ton jamais... micro, ton micro. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, là, c'est bon. Donc, une de mes victoires, c'est que ma fille n'a jamais entendu parler de Mohammed. Elle ne sait même pas qui c'est. Allah, elle n'en a jamais entendu parler. Elle ne connaît pas du tout cette histoire, du tout. C'est Bah, une- Inchi Bliss, elle le découvre sur ma chaîne YouTube quand elle est grande. Quand elle est grande, je lui parlerai pour lui expliquer pour lui expliquer ça. J'ai été long, Ali. Merci. Non, c'était très intéressant. J'aurais aimé que le son soit meilleur, mais Je bah, ça m'a reviendrai- surpris. Je m'attendais pas à avoir des témoignages de première main sur l'esclavage. Je vous remercie. J'approfondirai le sujet là-bas et je reviendrai te conter tout ça. Et on reparlera un jour de la période post-apostasie, donc de ce qui se passe après l'apostasie, les premiers. Ouais. Et donne-moi ton adresse privée que je t'envoie un micro. Comme ça, on pourra faire un truc. Ah putain, Mais, j'ai un truc, j'ai une super bécane, comme on dit en Belgique.
Bah, je sais pas, t'as des écouteurs ou t'as la main sur le micro ou je sais pas. Non, je t'assure. Mais en tout C'est cas, c'est ton micro qui fuit à chaque fois, en fait, le son de ouais. ta voix qui fuit. Ouais, Voilà. c'est bizarre. Ouais. Mais On en tout fera cas, on fait ton témoignage post-apostasie une autre fois. Ok. Incha Babal. Inch babal. Inch Babal. Salut Merci, Bourak, Bourak. ça fait Merci à vous. plaisir. C'est super Merci intéressant. beaucoup. Merci. Shana, merci. Bye. À la Bye. prochaine. Eh ben, choquant, hein? Moi, je suis là, je me dis, je lance à la SPPR, et là, t'as kiffé. On m'a vendu, En on fait, m'a c'est moi acheté. qui s'y attend le moins que ça arrive. C'est incroyable. Ouais. C'est comme l'amour. Par contre, maintenant, tout le monde veut me parler de son bout, hein. Bonsoir, Naji. Naji. Bonsoir, Naji. Toi, t'en as pensé quoi, Tchana, de ces témoignages? Je finis de manger et on en reparlera. Mais c'était dur, hein? Vas-y. Oui, Bon oui, appétit. c'est trop bien. Merci. Alors, bah, si vous êtes dans la file d'attente et que vous voulez parler, si vous êtes musulmane ou musulman sunnite, tapez 19. Si vous avez témoignage d'apostat, tapez 1. Une question rapide, tapez 2. Ali. Ouais, quoi, mais tu voulais réagir? Ouais, t'as noté le Sahir que je t'ai donné tout à l'heure? Ouais, Parce que- 6847. Voilà, c'était celui-là. Voilà, Ça y est, j'ai une bonne mémoire, hein. Bah, t'as une mémoire de lion. Bon, vas-y, C'est tout? Parce que non, c'était juste, je voulais savoir, parce que ça a coupé entre-temps quand on a parlé et je savais pas si t'avais entendu. Bonjour, moi je Je viens laisse du les gens parler. désert. J'étais un ancien esclave. Ils m'ont Bravo, vendu mon pote. à Eh, Bab el-Oued. Samio, Oui, oui, monsieur. est-ce que Allah n'existe pas? Est-ce que Mohamed est un charlatan? شوف دوك نقول لك حاجة حبيبي. Est-ce que Mohamed est un charlatan, mon pote? Mais écoute-moi. J'étais un Est-ce que ancien- Mohamed est un charlatan? Se parler. Oui, oui, c'est un charlatan, oui, oui. Merci, je t'écoute. Voilà, écoute, hein. Écoute bien. Moi, j'étais un ancien salafiste. Ouais. J'étais un intégriste. Je mangeais, ils m'ont interdit le porc. Mais maintenant, j'ai découvert l'apostasie Hmm. et je suis très content. Maintenant, je peux faire le polyamour. Alhamdulillah, babal. Oui, polyamour. Je peux boire de l'alcool, Wow. tranquille. Personne. Je peux même, par exemple, si ma compagne elle va être avortée, si son fœtus il va descendre, je peux le cuire dans le four pour manger. D'accord. Mais est-ce C'est que très bon. le prophète Mohammed est un charlatan? dis-moi. Tu peux dire cette phrase? Comment? Le prophète Mohammed est un charlatan. Ali Babal, est-ce que tu entends? DZ, ton tour après, s'il te plaît. Samio. Chauffe, regarde. Le Écoute, prophète écoute. Mohammed Listen, est un écoute. charlatan. Écoute, Oui, j'écoute. Je vais t'expliquer une chose, regarde. Oui, Tu le sais, prophète Mohammed Ça fait- est un Attends, charlatan. Oui, je vais te le dire. T'inquiète, je vais te le dire. D'abord, tu Je vais te faire commences plaisir. et après, tu m'expliques. Ouais, j'y commence. Je vais te faire plaisir, mon cher ami. Regarde, Ali J'écoute. Baba, je vais te faire plaisir, regarde. Merci. Tu sais, je vais te faire plaisir. J'écoute. Tu sais, t'es un citoyen français. Non, non, non. Le Attends, prophète attends, Mohammed laisse- est un laisse- charlatan et après, tu Oui. parles de moi. Non, je parle pas de toi. Si, non, si, je- si, je si. parle des- Le tu prophète sais, des Mohammed personnes est un comme ça. charlatan. J'écoute. Je Tu sais m'as dit que que tu es un tu- ancien salafi et que tu manges des fœtus. Alors commence c'est par le prophète Mohammed est un charlatan. Je suis pour l'avortement, moi. Je suis pour le polyamour, je suis pour l'alcool, je suis pour. C'est tout. pas la question. C'est pas la question. Quelle est la question? Le prophète Mohammed est un charlatan. Je veux entendre cette phrase. Et ça va te changer de quoi dans ta vie? C'est pour Avoir savoir. des cornes? Savoir quoi? C'est pour savoir. Ah, tu veux savoir si ma zigounette elle est circoncisée ou non? Le prophète Ouais, mais Mohammed dis-moi. est Mais un quel charlatan. l'intérêt? Attends, écoute, listen. Écoute. T'as- Quel Parce est que en l'intérêt fait, pour ton toi? silence me dit que t'es Non, pas c'est vraiment un possible. ex-salafi. Arrête de faire le. Tu sais, arrête de singer, s'il te plaît. Arrête de singer. T'inquiète, je t'en prie, Écoute, je coupe mon micro et je te laisse chanter. Oh, purée. Tu sais, t'as pas discuté. Hein. Et il faudrait un peu. Tu sais, ta bédaine. Tu vois ton petit ventre là? Essaie de faire un régime. Allez, je te laisse. Salut! Tu sais, c'est. Je sais pas quoi. Vraiment. Mais c'est rigolo. Et t'as pas un autre esclavagiste ou un. Non? Je vais te faire monter un peu ton live, tu sais.
Mais ta chaîne YouTube, elle est intéressante, hein. J'espère que t'es bien payé. Non, c'est pas du ridicule, mon cher ami. Bon, Ali Babal, reprends le mic. Il Si doit tu pas veux bien. reprendre, c'est une technique de Ali Babal, tu peux discussion. reprendre ton mic ou pas? Non, tu peux pas? Il a rien à foutre, il est Ah, non, attends, il est au 2 RSA. secondes. RSA, c'est Deux bon, secondes. le Non, mais RSA. 2 secondes. Merci Samy, t'as bien défendu l'islam. Bonne soirée.